Bonjour à tous. Je vais un peu vous parler du GA, système d'information. Donc, c'est un groupe d'apprentissage qui a été mis en place dans le cadre du renforcement du système de santé du ministère de la Santé marocain. Nous avons constitué ce groupe depuis la fin de l'année 2017. Nous sommes un groupe à peu près de 15 personnes qui travaillons dans le cadre de l'appui au développement du système national d'information sanitaire au Maroc. Mais c'est surtout un groupe qui est chargé de faire de l'expérimentation de certaines applications pour les digitaliser au niveau des établissements de soins de santé primaires marocains, en prenant comme cible la région de Fès-Meknès. Bien sûr, on a eu l'appui de l'Institut de médecine tropicale belge, avec l'appui bien sûr de Bruno Messen, de Mathieu Noirom et de Nicolas de Bourman qui nous appuient. Donc, on a développé comment dire, on a développé donc une feuille de route glissante donc pour les 6 mois à venir, et on est en cours de développement d'un certain nombre d'interventions qui permettront d'aider le ministère de la Santé à développer son système d'information sanitaire national. Voilà, sans trop tarder, donc pour ne pas trop perdre de temps, je cède la parole à Valérie pour introduire Pablo. Merci. J'ai fait mon petit mot avant, donc voilà. Pablo, si tu veux te lancer, en fait, je t'ai défini comme présentateur, donc tu peux partager ton desktop dès à présent. Je vais peut-être juste introduire Pablo. Oui, très bien. Voilà, je suis Nicolas de Borman, donc de Blue Square, et donc c'est la suggestion d'inviter Pablo d'Alcantara, ce webinaire vient de nous parce que donc le Maroc est, comme beaucoup d'autres pays, dans un processus d'intégration des systèmes de données. Et je pensais, et nous pensons que l'expérience belge d'intégration donc et de mise en place d'une architecture e-health complète était intéressante parce que elle se fait dans un contexte institutionnel complexe. Hein. Vous savez que la Belgique est un pays fédéral avec des régions, et donc la mise en place d'une architecture e-health intégrée a suivi un processus particulier qui sera présenté par Pablo. Alors Pablo est docteur en sciences biomédicales, il est ingénieur et physicien de formation. Alors il a aussi fait un master en management des institutions de soins de santé. Et donc son expérience provient du fait qu'il était le directeur du réseau santé bruxellois à Brumet de 2013 à 2017. Et je pense que ce qui est intéressant avec l'expérience de Pablo, c'est qu'il n'a pas uniquement, il n'a pas juste été un directeur, mais il était une personne qui avait vraiment les mains dans l'implémentation technique et technologique de l'architecture e-health en Belgique. Voilà. Alors j'espère que vous aurez du plaisir à ce partage d'expérience. Pablo, à toi. Merci Nicolas pour l'introduction. Donc en effet, tu m'as déjà bien présenté. Voilà, par rapport à ma première slide ici, donc en complément à ce que Nicolas de Bourman a déjà dit, je suis également l'expert pour le projet de la Commission européenne où on représente la Belgique, où chaque État membre en fait met sur pied un serveur pour partager en fait des données de santé de patients pour qu'un citoyen européen qui voyagerait en dehors de son pays en Europe puisse bénéficier d'une aide par un prestataire local, et donc de permettre un partage d'informations. Et donc ici dans mon dernier bullet point de la diapositive, donc je suis également conseiller, consultant, expert pour l'implémentation de dossiers patients informatisés au sein d'hôpitaux belges. Donc je travaille pour une petite dizaine d'hôpitaux. Alors l'e-santé, bon, il peut y avoir plusieurs définitions d'e-santé, donc c'est fort à la mode. Dans le contexte de ce que je vais vous présenter, la définition de l'e-santé serait donc l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le secteur des soins de santé pour optimiser les soins du patient, et donc ainsi de contribuer à ce que le prestataire de soins ait un accès plus rapidement à une information correcte.
Maintenant, dans la définition de e-santé, on pourrait rajouter à tout ce qui est lié à la santé publique, à tout ce qui est les mobile devices, donc les montres connectées à nos smartphones qui mesurent par exemple nos pouls cardiaques et qui les envoient sur un serveur. Donc on peut élargir évidemment la définition de l'e-santé, mais donc ma présentation sera plutôt dans le contexte de cette définition-ci de l'e-santé. Alors, l'e-santé, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, est un domaine émergent à l'intersection, donc en effet, entre l'informatique technique pure et la santé publique. Donc on entend par là évidemment des responsabilités des autorités politiques. Et alors le troisième pilier, si j'ose dire, de l'e-santé va être le monde des entreprises qui finalement vont fournir les logiciels utilisables pour l'e-santé. Alors, ici dans cette diapositive, on montre un peu l'évolution de la santé vers l'e-santé, c'est-à-dire que à gauche de l'écran, vous avez donc le partage traditionnel de l'information d'un prestataire de soins, d'un médecin vers un autre, où typiquement, dans le passé, on utilisait le fax, enfin sans doute encore aujourd'hui, on utilise beaucoup le fax, l'email, le téléphone et puis le courrier, donc physique classique. Et donc là, typiquement, on est dans un partage d'informations adressées, de point to point, comme on dirait en jargon informatique. Et donc, avec l'évolution des technologies de l'information, donc on passe vers l'e-santé, donc à droite de l'écran, donc de la diapositive, où là en fait on va changer l'architecture, où on n'est plus dans donc grâce au réseau de l'informatique, au serveur, au cloud, au fait qu'on soit de plus en plus connecté grâce au réseau d'internet, on n'est plus obligé systématiquement de adresser une information à un destinataire bien précis, mais plutôt de mettre à disposition une information. Et donc, comme la diapositive l'indique à droite, on va avoir un point d'interrogation, c'est-à-dire que le prestataire de soins, qui peut être donc un médecin généraliste, un hôpital ou encore autre, va mettre à disposition par les technologies de l'information une information et qui sera accédée en temps voulu par la personne qui en aura besoin. Et donc là, on change vraiment le paradigme au niveau grâce à l'e-santé par rapport à la santé plus classique, donc à gauche de la diapositive. Alors dans cette diapositive-ci, vous avez les connexions qui sont en place aujourd'hui en Belgique depuis plusieurs années. D'ailleurs, je vous montrerai dans un moment les statistiques et l'évolution de l'utilisation de ces réseaux de santé. Et on a... vous m'entendez bien toujours ? Oui, tout à fait. Oui, ok, parfait. Et donc on a toujours, donc on a des dossiers de santé en Belgique avec ce qu'on appelle en Belgique les hubs et meta-hub services, qui permettent de partager donc de l'information. Donc vous voyez sur la diapositive 1, 2, 3, 4, 5 réseaux en fait sur la carte géographique. En haut à gauche, dans le petit cadre, en fait, il y a le nom des 5 hubs. Donc il y en a, et en fait, vous verrez en bas à gauche, donc le titre, donc c'est une faute. En fait, il est mis 5 hubs en gras. Mais en fait, il n'y en a plus que 4 parce que le réseau de Gand et Anvers ont fusionné. Donc, il s'appelle la collaborative Zorg Platform, donc COSO en acronyme. Ensuite, on aura un deuxième réseau, un deuxième hub autour de l'hôpital universitaire de Louvain, de Leuven, en Belgique, donc plutôt à l'est de la Flandre. Ensuite, au centre au sud du pays, on a le réseau santé wallon, évidemment, donc avec des lignes vertes au niveau de la carte. Et au centre du pays, on a donc évidemment la région bruxelloise avec les petites flèches rouges, où on a donc le réseau de santé bruxellois. Et donc ces 5 réseaux, ces 5 hubs communiquent entre eux, et grâce au service qui est donc appelé le Meta-Hub, qui est donc fourni par l'État fédéral, ces 5 réseaux communiquent entre eux. Et permettent, j'ai peut-être oublié de le dire, j'ai sûrement oublié de le dire, et permettent donc le partage d'informations entre les hôpitaux, entre eux, et également entre tous les logiciels de médecine générale. Donc aujourd'hui en Belgique, on a au niveau de toute la nation
tous les logiciels hospitaliers et tous les logiciels de médecine générale qui permettent l'échange, le partage de documents entre eux. Alors l'architecture, donc je rentre un peu dans le technique, je ne sais pas si dans l'audience c'est très technique, mais simplement pour vous donner une idée du fonctionnement, vous avez donc en haut à gauche le prestataire de soins, on va dire que c'est un généraliste, qui va demander au système où sont ces données. Donc c'est le numéro 1, c'est les flèches bleues, qui va demander au système central, que vous voyez au centre de la diapositive, qui représente donc le service du MetaHub fourni par la plateforme de e-santé, on l'appelle la plateforme e-health fédérale. Et le prestataire de soins va d'abord, donc son logiciel plutôt, va d'abord interroger cette plateforme-là pour dire où sont mes données, est-ce qu'ils sont éventuellement dans le hub A, dans le hub B ou dans le hub C. Et dans l'exemple qu'on voit ici, on voit donc la plateforme fédérale qui répond au logiciel du généraliste, eh bien, votre patient que vous avez en face de vous, il a des données dans le hub A et B. Et ensuite, va y avoir, comme on voit ici, au niveau des flèches numéro 3, récupération des données au niveau du hub A en haut et au niveau du hub C en bas, une requête qui va être faite par le logiciel pour évidemment être plus efficace et pas devoir interroger systématiquement tous les hubs. Donc voilà ce qu'il y en a un peu pour l'architecture, pour vous donner un peu quelques indications sur le système technique donc mis en place en Belgique. Alors le cas de figure un peu plus précis, comme Nicolas Demoine le disait, donc j'ai été directeur d'Abrumet pendant de 2013 à 2017. Aujourd'hui, je suis toujours un expert stratégique et consultant pour Abrumet, et donc je suis bien placé pour vous parler du réseau santé pour bruxellois, qui est un projet donc géré par Abrumet. Abrumet a comme mission de donner l'accès à tous les prestataires de soins et aux patients à tout moment aux données de santé des patients. Alors, Abrumet est une ASBL, donc une ASBL en Belgique, donc c'est une association sans but lucratif qui gère donc cette plateforme technique qui s'appelle donc le réseau de santé bruxellois. Et ce projet a été financé initialement par le fédéral, l'autorité fédérale, et aujourd'hui c'est la commission communautaire commune, c'est-à-dire, moi je ne vais pas rentrer dans la politique de la Belgique et de Bruxelles, mais en gros on va dire que c'est la région bruxelloise qui est le sponsor principal aujourd'hui, de loin le sponsor principal aujourd'hui d'Abrumet et du réseau santé bruxellois. Et vous verrez en bas de diapositive tous les logos des différents membres d'Abrumet, hein, et qui représentent en fait la totalité des hôpitaux bruxellois, non seulement les publics mais également les privés et les 3 hôpitaux universitaires, ainsi que les hôpitaux psychiatriques. Donc on a vraiment une belle association qui est complètement neutre par rapport aux différents réseaux d'hôpitaux qu'il pourrait y avoir au niveau de ses membres. Et il faut rajouter à cela 2 autres membres au sein de l'association d'Abrumet, qui sont les 2 cercles de médecins généralistes, l'un plutôt francophone et l'autre plutôt néerlandophone. Alors, quelles sont les règles et les principes pour pouvoir accéder aux données? Vous pouvez bien vous imaginer que le prestataire de soins, le médecin, ne va pas avoir la possibilité d'accéder sans condition aux données du patient. Et cette diapositive illustre bien les différentes étapes, les différentes portes que doivent franchir le médecin. En l'occurrence, on va dire dans ce cas de figure, on va parler du médecin généraliste qui voudra aller voir quelles sont les données du patient. Alors la première petite porte s'appelle donc le certificat e-health. Donc là c'est au niveau technique l'autorité donc de la plateforme fédérale d'e-santé belge, la e-health plateforme, qui va donner un certificat informatique au médecin généraliste qui pourra installer dans son logiciel de médecine générale pour accéder au serveur. Donc ça c'est une première étape. La seconde étape, c'est que le médecin doit être inscrit et reconnu au niveau du RSB, qui est l'acronyme pour le réseau santé bruxellois. Et donc là, il y a un système de parrainage où il y a en fait soit le directeur médical d'un hôpital qui va accréditer, si vous voulez, l'inscription du médecin, ou bien les cercles de médecine générale qui vont également accréditer un généraliste pour lui ouvrir cette deuxième porte. La troisième porte n'est pas sans importance, donc c'est le consentement du patient. On est en Belgique dans un projet donc de opt-in, contrairement à l'opt-out, c'est-à-dire que par défaut,
le patient n'est pas inscrit dans le réseau de santé, donc c'est un consentement national aussi. Hein. Je vous ai montré au préalable qu'il y avait 4 maintenant, donc réseaux de santé différents en Belgique. Si on s'inscrit d'un côté au nord de la Belgique, on va dire à Ostende pour ceux qui connaissent, eh bien leur consentement va être valable au sud de la Belgique, à Arlon par exemple pour ceux qui connaissent. Et donc c'est évidemment au préalable requis que le patient donne son consentement et il peut à tout moment le retirer. Une fois qu'il est donné à vie s'il ne le retire plus, mais il peut à tout moment le retirer. La 4e porte n'est pas sans importance non plus, c'est la relation thérapeutique, c'est-à-dire que malgré le fait que le patient ait donné son consentement au système finalement, donc il donne son accord pour que des données sous format électronique soient partagées sur la plateforme, il faut également que le médecin, donc en bas à droite de la diapositive, déclare une relation thérapeutique avec le patient, qui a une durée limitée dans le temps. C'est-à-dire que le patient arrive par exemple dans le cabinet du généraliste, le généraliste va demander la carte d'identité électronique du patient, il va la mettre dans son lecteur de carte, et c'est qu'à ce moment-là qu'il pourra déclarer avec son logiciel un lien thérapeutique qui va être valable pendant 15 mois. Et pendant 15 mois, le généraliste va pouvoir accéder aux données partagées du patient, et si le patient ne passe plus par le cabinet dans les 15 mois, le généraliste va perdre automatiquement la relation thérapeutique avec le patient. Et la dernière porte, c'est la vérification des exclusions, c'est-à-dire que le patient peut rentrer dans son portail web, qui est donc proposé par le réseau de santé bruxellois, et il va pouvoir indiquer des noms de médecins qui ne pourront jamais avoir accès à son dossier. Par exemple, s'il a un ex-conjoint, un beau-frère, un ami, ou je sais pas, il a une dispute avec un médecin, il peut l'indiquer dans sa blacklist, si vous voulez, et alors il y aura une exclusion, et les médecins de cette liste d'exclusion n'auront jamais accès aux données du patient. Alors évidemment, d'un point de vue technique, on a une architecture la plus sécurisée possible. Il est intéressant de comprendre que les données sont décentralisées, donc on n'est pas dans un projet où toutes les données des hôpitaux belges sont mises sur un grand serveur, donc qui s'appellerait le réseau santé bruxellois ou wallon ou celui de Gand ou de Liège. Non, on parle d'un répertoire de référence. En jargon informatique, on parle d'un registry. C'est-à-dire que le réseau santé bruxellois, comme les autres hubs en Belgique, est en fait un répertoire de référence. C'est-à-dire que ce sont des pointeurs, si vous voulez, qui sont des adresses de où se trouvent les documents sur les serveurs des hôpitaux. Mais les documents en eux-mêmes, donc par exemple le rapport de sortie ou le rapport de consultation ou le labo ou la radio du patient, restent sur les serveurs de l'hôpital. Et ça a été important comme architecture pour convaincre finalement les hôpitaux de participer au projet, parce qu'ils ne voulaient pas spécialement avoir un État qui copie et qui centralise toutes les données de leurs patients. Alors le certificat IELTS, je vous en ai déjà parlé dans la diapositive précédente, il y a évidemment une authentification forte et un encryptage des données de bout à bout. Il est important de savoir aussi, pour ceux qui connaissent un peu ce qui se met en place au niveau européen du GDPR, donc il faut que tout soit tracé, donc les logs, c'est les traces en fait de chaque activité, donc le patient par son portail à nouveau peut aller voir qui et quand, et quel jour et à quelle heure a accédé à quelles données, et les règles d'accès du système, je vous en ai parlé à la diapositive précédente. Donc le réseau santé bruxellois est un réseau informatique qui permet le partage électronique et sécurisé des données médicaux informatisées entre les différents prestataires de soins dans le cadre de la continuité des soins et pour un même patient. Il est important de comprendre que c'est un projet qui se situe dans la continuité des soins. Donc par exemple, le médecin qui travaille pour une assurance ou le médecin du contrôle du travail ou une mutualité n'aura jamais la possibilité d'accès à ces données. C'est uniquement des données qui sont accessibles dans le cadre de la continuité des soins. Alors le consentement, je vous en ai déjà parlé, c'est valable partout en Belgique et tous les hôpitaux bruxellois y sont aujourd'hui connectés. Et donc voilà ici les statistiques. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. À droite de mon écran, j'ai mon bandeau noir de Windows. Je ne sais pas si vous le voyez ou si vous voyez bien toute la slide jusqu'au bout à droite. On voit le bandeau aussi, ouais. Oui, le bandeau. Je vais juste essayer de l'enlever, parce que je trouve pas ça très joli.
Voilà. Donc voilà, ici de toute façon vous voyez, hein, donc ici on a les statistiques à gauche du nombre total de documents publiés sur le réseau santé bruxellois. Donc on parle ici principalement, donc on arrive à 20 millions de documents publiés en région bruxelloise, donc sur une région, ville-région capitale qui représente 1 200 000 d'habitants. Donc on a un peu moins de 20 documents publiés aujourd'hui, donc au début du premier, on a fait ici en fin de premier trimestre 2018. Et donc on parle ici de documents qui sont principalement, donc comme je disais, des rapports de sortie, des lettres de sortie hospitalière, des rapports de consultation hospitalière, des labos, des radios et des dossiers résumés de médecins généralistes. Hein. Donc on parle surtout de ce type de documents là dans les 2 millions de documents. Et donc vous voyez que en début 2015, on était au tout début du projet et que c'est vraiment, on a eu vraiment une croissance exponentielle jusqu'en 2017 et à partir de maintenant on est arrivé sur une croissance linéaire mais donc avec une pente fortement élevée. Et donc à droite vous voyez les statistiques de consultation. Les autorités ont toujours tendance à montrer le nombre de documents qui sont partagés et publiés donc à gauche de l'écran. Moi je trouve que le nombre de documents consultés sont plus intéressants parce que ça montre vraiment l'utilisation clinique de ces documents, que ce n'est pas un projet théorique où on met en place un dossier régional ou national et qui n'est peut-être pas utilisé. On voit donc ici, donc on arrive tout doucement à 70 000 documents consultés par mois. Hein. Et donc par rapport à ce que vous voyez également en début, dans les années 2015-2016, je pense que là on est toujours sur une courbe exponentielle en ce moment. Et on voit donc le succès énorme de ce projet où donc quand on se dit qu'on a sur la région bruxelloise un millier de généralistes et si je me souviens bien du chiffre 5 000 ou 4 000 médecins spécialistes dans les hôpitaux bruxellois, on arrive en moyenne à plus de 10 consultations par mois par médecin des documents, sachant qu'il y a encore énormément de médecins qui n'utilisent pas le système. Je pense que ces chiffres sont vraiment très bons et donnent un bon signal. Alors voilà, donc j'en suis arrivé finalement au stade de cette présentation à voilà la situation actuelle à Bruxelles et en Belgique. Donc ce qui se passe en Belgique et à l'image de ce qui s'est passé à Bruxelles. Donc les statistiques que je viens de vous montrer, si vous les multipliez par 10, vous arrivez plus ou moins donc dans un pays qui a 10 fois plus d'habitants que Bruxelles, vous arrivez plus ou moins au même chiffre. Donc il y a une correspondance à ce qui se passe en Flandre et en Wallonie par rapport à ce qui s'est passé à Bruxelles. Et voilà qu'au niveau des autorités fédérales et européennes, il y a maintenant une demande à ce que le système prenne plus de maturité et se complexifie encore, avec une demande, donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, non seulement d'avoir des médecins qui puissent partager de l'information entre eux, mais également les autres prestataires de soins, comme les infirmiers, les kinés, les dentistes, les pharmaciens, les assistants sociaux, etc. Donc là, on a une première complexité qui intervient. La deuxième complexité, c'est l'accès patient. Donc maintenant, on est vraiment dans des mouvements de patient, je ne sais pas si vous entendez également le bruit de fond derrière moi. Voilà, mais je vais continuer. Merci. Donc on a les accès patients donc le patient empowerment, comme on dit en anglais, donc est à la mode, c'est-à-dire que les structures de santé partout un peu sur la planète, je pense, s'orientent de plus en plus et mettent le patient au centre, comme le montre cette diapositive, par rapport à un monde qui était plutôt autour du médecin ou hospitalo-centrique, comme on aime dire, où finalement on essaye maintenant avec l'hospitalisation à domicile aussi, qui est de plus en plus à la mode et qui est moins cher pour les autorités, d'axer les choses autour du patient, mais qui va évidemment complexifier les systèmes tels que je viens de vous les montrer. On a en troisième point la terminologie sémantique, c'est-à-dire finalement la volonté
la volonté de structurer l'information, donc de ne pas avoir du texte libre, par exemple, mon patient a tel diagnostic, a tel antécédent, et j'écris une belle petite phrase. Non, on va essayer d'avoir derrière cela des codes. Il y a toute une littérature de différentes terminologies. Le plus connu est le SNOMED City, donc où vous voyez le logo en bas de la diapositive, qui est soutenu également par la Commission européenne, le SNOMED City, donc qui est, je pense qu'on parle de 800 000 codes différents de SNOMED City, qui peut coder n'importe quel type de diagnostic, quel type de médicament, quel type de... Et donc l'idée, en fait, c'est d'aller vers des systèmes qui structurent l'information pour qu'ils puissent être plus interopérables. Mais bon, là, je ne vais pas ouvrir ce volet-là qui est plus technique, mais j'y reviendrai quand même un peu plus tard dans la discussion. Alors, tout ce qui est mobile, évidemment, comme vous le savez, aujourd'hui, le développement dans le monde se font plus sur les appareils mobiles que sur les appareils PC, serveurs, comme on l'avait habitué il y a encore quelques décennies. Donc là aussi, il y a une demande dans le secteur de l'e-santé d'utiliser des applications mobiles. Et alors, il y a le projet européen dont je vous ai parlé en introduction de cette présentation, qui consiste à partager des documents, des résumés de patients, de données de patients de santé donc, entre les pays européens. Et donc finalement, comme vous pouvez vous l'imaginer, toutes ces nouvelles demandes vont demander au réseau existant des contraintes encore plus grandes, entre autres que avec l'augmentation de documents. Donc vous rappelez-vous des courbes que je vous ai montrées, on est à 20 millions de documents en région bruxelloise. Vous imaginez bien si chaque infirmier à domicile, chaque kiné et même le patient lui-même va pouvoir commencer à écrire des notes dans son dossier partagé ou compléter des notes. Vous imaginez donc le nombre de cas de figure différents et très vite dans le système actuel donc belge avec l'architecture Hub Meta Hub, avec des normes belges finalement qui sont utilisées, on va avoir un engorgement du réseau et on va avoir du mal finalement, le prestataire de soins va se retrouver devant 100 documents différents, il va avoir du mal à trouver l'information intéressante dans le dossier partagé du patient. Alors il faut savoir que l'architecture du Hub Meta belge, dont fait partie le réseau santé bruxellois, a été construit avec une norme technique informatique belge. Donc la Belgique était en avance parce qu'elle a été inventée dans les débuts des années 2000. Il n'y avait pas encore grand-chose qui existait au niveau de normes et de standards internationaux. Mais du coup, aujourd'hui, ben voilà, on arrive un peu à une évolution où ça va être difficile d'englober le multidisciplinaire, le patient, comme je disais précédemment, l'information structurée, avec les développements qui ont été faits actuellement en Belgique. Et donc, il y a vraiment un besoin d'innovation, d'utiliser de l'innovation technologique pour permettre plus de complexité, justement, pour avoir des requêtes plus intéressantes. Par exemple, vous prenez le cas de figure du kiné. Le kiné, il doit peut-être pas obligatoirement télécharger tous les antécédents du patient, tous les antécédents du patient, et peut-être que par rapport à la jambe sur laquelle il travaille du patient, s'il arrive à immédiatement obtenir les dernières radios de cette jambe, ce sera peut-être beaucoup plus utile pour lui. Et donc, voilà, ça c'est un cas de figure qui vous permet peut-être de comprendre qu'il faut utiliser des nouvelles technologies, en tout cas en Belgique. La Belgique devra utiliser des nouvelles technologies pour avoir plus de maturité dans les systèmes, avoir plus de développeurs, c'est-à-dire que le nombre de développeurs en Belgique qui connaissent la norme belge, il n'y en a pas énormément. Il y a vraiment, pour une société, c'est un assez grand investissement de commencer à investir là-dedans. Et on a un marché aussi qui reste belge, vu que tous les logiciels qui se connectent Hub, MetaHub, au réseau de santé bruxellois et autres, sont des logiciels développés en Belgique pour fonctionner en Belgique. Et c'est là que vient la nécessité d'évoluer vers l'utilisation de normes et de standards internationaux. Et là, voilà, j'ai juste fait une capture d'écran, donc c'est de l'anglais, il n'y avait pas l'équivalent de IHE Europe en français, mais donc c'est juste pour vous dire que cette initiative de IHE existe. Elle vient en fait des États-Unis, mais elle est moins populaire parce que aux États-Unis, tout est tellement privatisé qu'ils ont moins d'intérêt, que les grosses sociétés ont moins d'intérêt à utiliser des normes et des standards pour permettre de partager entre eux. Ils sont plus dans un modèle de concurrence. Mais ici, au niveau de IHE Europe, donc IHE est pour Integrating Healthcare for Enterprise, donc c'est une initiative internationale donc à but non lucratif,
et qui propose une méthodologie et des spécifications techniques pour réaliser de l'interopérabilité des systèmes d'information dans le domaine de la santé. Et donc, c'est une initiative commune entre les utilisateurs. Donc, quand on parle d'utilisateurs, on parle des hôpitaux, vraiment des prestataires de soins d'un côté, et des fournisseurs de systèmes d'information. Et la stratégie de développement des activités d'IHE est définie à un niveau international. Donc, comme je l'ai dit, IHE est une organisation internationale entre l'industrie et les utilisateurs dans le domaine de la santé. Alors, IHE ne va pas développer des nouveaux standards techniques. Ils utilisent des standards qui existent déjà dans le secteur de la santé. Donc là, vous voyez une petite liste. Donc, qui commence par HL7 d'ICOM, qui est connu dans le monde de la radio, Oasis au niveau des communications, des protocoles d'échange. Il y en a encore d'autres. Je parlais de SNOMED City un peu plus haut au niveau de la sémantique, la terminologie sémantique. Et donc, IHE, en fait, va toujours partir du besoin du secteur, va dire, ben voilà, par exemple, qu'on soit en Belgique, en France, au Maroc, aux États-Unis, la manière dont le patient va être admis, et il y aura peut-être un dossier en double qui va être fait dans l'hôpital et il faudra fusionner les deux dossiers, ben finalement, c'est des process en fait qui sont les mêmes partout sur la planète. Donc nous, on va décrire en fait, donc dans un profil IHE, on va décrire une petite histoire, donc il y a une histoire, et on va se dire ben, qu'est-ce qu'il existe sur le marché informatique comme normes et standards, et on va proposer d'utiliser telle norme et telle norme pour répondre à tel besoin. Et donc, le réseau santé bruxellois a investi maintenant dans un nouveau serveur qui suit une des normes, un des profils IHE qui explique comment partager des informations dans une région. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est très abstrait, mais pour moi, c'est vraiment ce qui fait de IHE ce qu'il est, c'est en fait des organisations annuelles qui sont mondiales, qui s'appellent un connectathon. Alors, il y en a des plus petites sessions qui s'organisent par pays, mais qui permet en fait de rassembler beaucoup de fournisseurs de logiciels qui font des tests d'interopérabilité entre eux, et IHE alors donne ensuite un certificat aux sociétés qui ont obtenu de suivre tel ou tel standard d'interopérabilité. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lorsqu'une organisation, une région, un État, un hôpital, une organisation de soins veut écrire un cahier de charge, au lieu de faire un cahier de charge de 300 à 500 pages, il peut se permettre de faire un cahier de charge de 50 pages où il va mettre qu'une dizaine de profils IHE par exemple, et cela va permettre d'avoir l'assurance que les sociétés qui vont répondre à ce cahier de charge auront été labellisées par IHE. Et donc par exemple, vous avez un cas de figure de la plateforme IELTS du Luxembourg, où vous avez toute une, mais je ne vais pas aller dans le détail de cette diapositive évidemment, mais simplement dans le cœur de cette plateforme, vous voyez au centre de la diapositive l'index XDS, et l'anthropo XDS, eh ben, XDS, c'est un des profils qui est le plus à la mode, et le plus utilisé au monde, donc proposé par IHE, et qui permet de faire un peu ce que fait l'architecture du hub métallement en Belgique, c'est-à-dire d'avoir des systèmes de réseaux de santé qui parlent entre eux. Et je terminerai en disant que la Commission européenne a soutenu 27 différents profils IHE en encourageant les États membres européens et les fournisseurs de logiciels de santé en Europe d'être conformes à ces 27 profils. Voilà, j'espère que j'étais suffisamment clair, je n'ai pas été trop dans les détails, et donc je suis évidemment ouvert à toute question à partir de maintenant, si vous le désirez.